Bonjour, je suis Véronique Salmon, je suis psychanalyste, je suis coach analytique, je suis médiatrainer aussi, c'est-à-dire que bien, j'apprends aux gens, aux dirigeants notamment, à s'exprimer de manière percutante, pertinente, dynamique, dans un discours qui a du sens. Et je suis conférencière et auteure, et c'est à ce titre que je serai au Salon de l'EPA le samedi 4 décembre 2021, donc très prochainement, à Paris. Je suis très contente de cette invitation parce que nous allons nous retrouver entre gens finalement qui nous fréquentons depuis de nombreuses années. C'est une école remarquable qui a notamment participé à ma formation. Et je vais présenter mon livre à ce salon littéraire qui s'appelle La trilogie inconsciente, la comprendre pour aller mieux. Et je dois dire que aller mieux, ça rentre forcément dans le cadre du thème du salon qui est le mieux vivre. Alors, de quoi parle ce livre? Il parle en fait des conclusions que j'ai tirées d'une étude que j'ai réalisée sur la base d'à peu près 200 patients sur l'échelle de 3-4 ans, disons. Et je me suis rendu compte finalement qu'il y a un point commun, c'est la notion d'erreur répétitive. En fait, c'est une notion très particulière qui fait que quand on a souffert de quelque chose, petit, pas forcément d'ailleurs de la maltraitance, ça peut être simplement de la frustration que tout enfant vit, eh bien, il normalise une situation pour cesser d'en souffrir. Dès lors, dès lors qu'il a normalisé quelque chose, eh bien, forcément, il va tomber dans le piège de sa reproduction. Et ça donne la trilogie inconsciente, donc souffrance, normalisation, et si normalisation, reproduction. Et c'est vrai que cette reproduction a des effets tout à fait délétères qui d'ailleurs constituent les principales indications de consultation d'un thérapeute. Et c'est vraiment de ça dont je voudrais vous parler au salon littéraire et je vous y invite et espère bien vous y retrouver. Ah, ce qui me surprend actuellement. Bon, je crois que ça pourrait se résumer par la mémoire courte. D'abord parce que ça fait référence à la question des erreurs répétitives, mais elle se retrouve dans beaucoup de domaines. Par exemple, actuellement dans la campagne électorale, quand quelqu'un amalgame De Gaulle et Pétain, alors déjà c'est une ineptie, on dirait ça au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, on se retrouverait un petit peu dans une mauvaise posture, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc forcément, 70 ans plus tard, je trouve ça sidérant qu'on puisse ne pas se rappeler à quel point c'est inepte. Mais ce n'est pas tellement les inepties qui me dérangent. Tout le monde peut en dire. Moi, la première, ce qui me dérange, enfin, en tout cas, ce qui me surprend, c'est que ça recueille autant d'adhésion. Ça, oui, là, je dois dire, je pense que c'est lié à une question d'affirmation de soi, où les gens sont finalement assez tentés d'aller vers quelqu'un très affirmé, très solide sur ses jambes, qui a l'air conquérant comme ça. Et finalement, ça m'amène à ma deuxième surprise, c'est-à-dire que on aurait besoin, en tout cas certaines personnes auraient besoin d'une figure tutélaire suffisamment affirmée pour pouvoir finalement porter un message de revendication que la collectivité ne réussirait pas à produire de manière qualitative. Mais c'est normal. Regardez ce qui s'est passé récemment. Moi, je ne veux pas faire de la sociologie, ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas non plus mon périmètre, mais dans toute cette colère collective qui s'est exprimée, elle s'est surtout exprimée avec de la violence. Bon, enfin, moi, je n'ai jamais compris autre chose que la répression comme seule réponse à la violence. La violence n'a jamais rien produit d'autre. En revanche, cette grogne sociale que je comprends tellement, eh bien, en fait, elle fait référence à des émotions tout à fait naturelles, tout à fait normales et humaines, qui sont quoi? La peur de ne pas y arriver, la tristesse d'être dans des situations extrêmement pénibles et difficiles, et finalement la colère de ne pas savoir comment être entendu de manière efficace. Donc, toutes ces expressions-là, si elles s'exprimaient clairement, la peur serait rassurée, la tristesse serait consolée, la colère serait apaisée, et probablement que la figure tutélaire en question, c'est-à-dire peut-être l'État, ou peu importe d'ailleurs dans quelle dimension, ça peut être les parents, ça peut être le patron, ça peut être en effet le gouvernement. Bref, si on pouvait exprimer des émotions beaucoup plus
authentique que de les submerger par un flot de violence qui de toute façon sera inefficace, eh bien, je pense que ça irait beaucoup mieux. En tout cas, ça me surprendrait dans le bon sens. Voilà, ça. Et peut-être un dernier point qui, encore une fois, découle de celui-ci, bah, c'est le manque d'autodétermination qui me paraît stupéfiant. L'autodétermination permettrait à quiconque qui ne trouve pas d'ailleurs une solution efficace dans sa situation actuelle, eh bien, de faire en sorte qu'elle change. Il y a une phrase de l'EPA que je trouve remarquablement pertinente sur cette question-là. Elle dit, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer quelque chose et surtout qui ne dépende que de toi. Ne plus rien attendre de l'autre. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il faille cesser d'être en relation avec l'autre, pas du tout. Je veux dire que continuellement attendre d'une figure tutélaire qu'elle dise oui alors qu'elle passe son temps à dire non et de ne pouvoir lui demander ce oui que sous forme de violence, eh bien ça, c'est surprenant, mais malheureusement, c'est ce que je constate actuellement et je le déplore, vraiment je le déplore. Bah, par rapport à ce que je disais justement tout à l'heure, c'est de pouvoir cesser d'être engagé émotionnellement ou de manière pulsionnelle, comme ça, forte, à se battre, à montrer, à bomber le torse finalement, hein, à essayer de montrer des muscles, et donc finalement ne pas avoir de réponse suffisamment appropriée. Mais justement, monter un cran, passer au mental, passer à l'analytique et commencer finalement à verbaliser et identifier clairement une situation, beaucoup plus que de manière liminaire, pour pouvoir stratégiser un mécanisme de défense. Et puis, ce n'est pas le tout, c'est d'aller chercher la causalité. Mais qu'est-ce qui m'amène à être tout le temps dans des situations compliquées, déplorables? Qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Créer de l'empathie et des interactions de qualité avec autrui. Parce que le mieux vivre pour moi, mais ça ne peut passer que par la relation à l'autre. Et si possible, confortable, bienveillante, mutuellement responsable et surtout heureuse. Le droit au bonheur, avant même de l'atteindre, c'est déjà un état d'esprit. Donc c'est ça pour moi le mieux vivre. Et puis je dirais que le mieux vivre, plus on apprend de soi, plus on apprend aussi à se comporter avec l'autre, puisque en se comprenant soi-même, on décode l'autre de manière beaucoup plus naturelle et intuitive. Euh, je dirais que pour finir sur cette question-là, ce qui me paraît intéressant et que je rabâche à longueur de conférence, c'est de passer de la compétition à la coopération. C'est de mettre un terme au rapport de force. C'est d'aller du ou, c'est toi ou moi, rapport de force, au toi et moi. Là, il y a quelque chose qui peut, qui peut promettre en fait une forme d'accomplissement. Parce que le mieux vivre, c'est une question d'accomplissement, bien sûr. Et je trouverais merveilleux qu'on puisse se rappeler finalement que l'être humain est un être de relation et de contact, mais que ce contact, bah, quand il se passe sous forme de violence et de compétition, il n'est pas au mieux de sa forme, ce contact. Et après, on s'en étonne. Donc, pour ne plus s'en étonner et pour réussir à mieux vivre, eh bien, je propose de mettre du « et » à la place du « ou » et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir droit de citer et être entendu dans ses valeurs, dans sa demande de respect, ses besoins propres, et surtout avec la possibilité de s'exprimer de manière authentique pour être entendu de manière efficace et productive. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais moi pour agir en faveur du mieux vivre? Je pense que je peux déjà dire que je mets à profit plus de 30 ans, 35 ans de recherche personnelle, d'introspection. Il faut bien reconnaître que ça marche parce que après tant de temps et après avoir tant travaillé sur moi, ben, j'en récolte les fruits, c'est évident. Je suis maintenant, je dirais, différente, tellement différente de ce que j'étais quand j'avais 20 ans, par exemple, où là, j'étais en proie à des doutes existentiels, je ne savais pas sur quoi serait fondée ma sécurité, j'avais des difficultés de relation à l'autre que je trouvais tellement complexes et tellement finalement
frustrante. Je ne savais pas exactement ce que la vie me réservait et c'était plutôt inquiétant. Alors j'étais conquérante, mais peut-être pas de la bonne manière. Peut-être qu'à ce moment-là, j'étais justement dans la compétition et le rapport de force. Tout ça, ça m'a bien passé. Et ce qui fait que maintenant, bah, je peux infuser comme une bonne tisane, à la fois auprès de mes proches, parce que je crois vraiment à la question systémique. C'est-à-dire que quand quelqu'un se soigne dans une famille, eh bien, c'est l'ensemble qui est soigné. Et c'est ça qui est chouette. Donc, je crois à cette valeur qui consiste à dire si je vais mieux, mon environnement s'apaise. En tout cas, je peux y contribuer davantage. Je ne vais pas rajouter un problème au problème ambiant. Donc, je suis persuadée que c'est comme ça qu'on agit le mieux et que moi, j'ai agi le mieux en faveur du mieux vivre individuel, personnel et collectif à ma petite échelle, en fait, à mon échelle familiale, mon échelle relationnelle. Mais ce n'est pas tout, c'est que dans ma pratique de psychanalyste, j'ai apporté, je pense, enfin, je contribue à cet élan d'innovation qui consiste à faire aller la psychanalyse là où les gens finalement sont et non pas les obliger, avec toutes les difficultés organisationnelles que ça pourrait supposer, à aller à la psychanalyse. C'est-à-dire qu'en fait, je fais de l'e-thérapie, de la téléconsultation. Et ça peut paraître hérétique pour les orthodoxes de la psychanalyse, mais ça permet beaucoup de choses. D'abord, ça permet à ceux qui sont loin de pouvoir quand même faire une démarche de ce genre. Et elle est qualitative, parce que la relation qui s'instaure, le face-à-face qui s'instaure, même si je le garde avec certains patients dans mon cabinet, je peux aussi le dupliquer avec une interaction de qualité grâce à Internet. Merci Internet. Mais ce n'est pas seulement ça pour les gens qui ne peuvent pas venir à moi facilement. D'ailleurs, maintenant, j'en vois qui louent des salles de réunion en pleine journée pour être pendant 3/4 d'heure tout seul avec moi dans des cabines insonorisées, ou alors ils descendent dans leur voiture, ou alors ils vont manger un morceau à ce moment-là, à la mi-journée. Enfin, c'est extraordinaire, la créativité des gens. Et l'avantage maintenant, c'est qu'ils ont découvert que finalement, en organisant les choses de manière transparente avec leur manager, en leur disant qu'ils font du coaching, peu importe ce qu'ils disent, mais ça marche, c'est complètement toléré. Ça, c'est une bonne surprise pour répondre à la question d'avant. Mais imaginez que les gens qui ne puissent pas s'organiser pour aller faire une thérapie puissent le faire grâce à Internet, mais imaginez ceux qui sont loin, mais vraiment loin, les Français expatriés par exemple, bien ceux-là, comment voulez-vous qu'ils fassent une psychanalyse dans leur langue et dans leur culture d'origine autrement qu'avec de l'e-thérapie, avec Internet? C'est pas possible. Donc, c'est un confort finalement de se retrouver dans des bases de conception commune avec un thérapeute. La culture commune, la langue commune, ça compte beaucoup. Et je pense en tout cas que ça a porté ses fruits parce que de plus en plus de gens s'adonnent à la psychanalyse. Je crois qu'il y a un engouement merveilleux en ce moment auquel je me plais à contribuer, en fait. Hein. Ça, c'est bien pour moi. Donc, entre les webinaires, entre les articles que j'écris sur mon site Internet, entre finalement les consultations que je produis, entre la bienveillance que je diffuse autant que peut se faire et surtout le sentiment d'aller mieux moi-même, eh bien, j'espère être extrêmement productive en termes de mieux vivre et quiconque pense le contraire vienne me voir.